Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se voit pour le deuxième cours de la section 20 de votre livre Cinémat et je vous avais donné des exercices à faire pour aujourd'hui. Alors dans un premier temps on va corriger les exercices et puis à la fin on va avancer un petit peu dans le cours pour vous permettre de faire les exercices pour la prochaine fois, d'accord, qui est pour demain, si mes souvenirs sont bons. Donc je fais un très bref rappel du cours, très vite, petit jogging mathématique, donc là vous courez pas avec moi, c'est plate, mais je vais essayer de courir rapidement et de vous rappeler tout de suite la première partie du cours qui est sur la décomposition des nombres. On avait vu que un nombre, il y a plusieurs façons de le décomposer, mais il y a des façons plus judicieuses, ça veut dire plus pratiques que d'autres de le faire. Donc c'est clair que on va aimer une décomposition qui nous permette de faire le calcul le plus rapidement possible, puis tant qu'à faire mentalement, comme ça on ne perd pas le temps de poser l'opération. On a vu aussi que on pouvait avoir ce qu'on appelle des expressions équivalentes. Donc je rappelle, expressions équivalentes, ce sont deux expressions qui s'écrivent différemment, mais qui ont la même valeur, qui sont égales. D'accord? D'où le signe égal. Donc ici, si je regarde rapidement, vous aviez deux expressions, une en bleu, une en rouge. Elles s'écrivent différemment, mais regardez où je pointe ici la petite main, elles sont égales. Ça veut dire que si vous faites le calcul de l'expression de droite et de l'expression de gauche, vous trouvez la même valeur. D'accord? J'avais donné en exemple l'exercice 2, où on avait fait des combinaisons pour pouvoir écrire le nombre qui est ici de cette manière-là. Une somme de produits, une somme de multiplication. D'accord? Je vous avais donné l'exercice 1 à faire. Donc cet exercice-là, si on voulait vraiment le rendre entre guillemets parfait, ça veut dire proche de votre cours, il aurait fallu qu'on donne une expression à gauche, puis une expression à droite, et vérifier si c'est égal ou non. Autrement dit, vérifier si les deux expressions sont équivalentes ou non. Donc là c'est plus simple, on vous donne des expressions, on vérifie si c'est égal ou non aux valeurs qui sont soit à droite, soit à gauche. Le but c'est de vous faire travailler un peu le calcul mental. Donc décomposition, si vous regardez rapidement, regardez, c'est que des bases 10, donc vous êtes capables tous de faire les calculs sans le poser, ou du moins ceux qui ont du mal, je vous ai conseillé vivement de le faire mentalement, puis de le vérifier en posant dans un brouillon, d'accord? Donc, on regarde la première ligne, petit a, on corrige, 30 000 plus 1000 plus 200 plus 9, d'accord? Est-ce que c'est égal ou différent à 301 209? Donc, si on observe bien, vous avez ici 30 000 plus 1000. Donc le 209, on est d'accord, il n'y a pas de souci, mais regardez bien ici, 30 000 plus 1000, ça fait combien? De toute façon, quand vous avez une addition, mon conseil, pour l'instant, toujours suivez l'ordre. Ça veut dire on commence par le premier, plus le deuxième, plus le troisième, plus le quatrième, d'accord? Donc 30 000 plus 1000, 31 000, plus 200, 31 200, plus 9, 31 209. Est-ce que 31 209, c'est égal à 301 209? Ben non, j'ai pas dit du tout la même chose. J'ai parlé de 31 000, donc unité, dizaine, centaine, unité de 1000. Mon 1 va être ici. Pardon, voilà, mon 1 va être ici. Donc 31 209, ce n'est pas 301 209, donc différent. Ok? Ici, vous êtes capable de lire le nombre 309 808, je rappelle, unité, dizaine, centaine, unité de 1000, dizaine de 1000, centaine de 1000, donc on lit par paquet de 3, c'est des brefs rappels que je fais de l'étape 1 et de l'étape 2 de cette année. Donc ici, vous avez 309 808, on vérifie avec le calcul, est-ce que ça marche ou pas? 309 fois 1000, il y a la virgule cachée ici, vous la décalez de 3 rangs, ça vous fait 309 000, on est d'accord? Et 880 fois 1, ça fait 880, d'accord? Donc 309 000 plus 880, ça fait 309 880. Est-ce que 309 880 est égal ou pas à 309 808? Vous avez très bien entendu que j'ai donné deux nombres complètement différents. Je répète, celui-ci 309 808, ici 309 880. Donc là encore,
c'est différent. D'accord? On continue. 700 000 plus 50 000 plus 700 plus 7. Alors on y va. 700 000 plus 50 000. Donc ici, regardez, unité, dizaine, centaine, unité de mille, dizaine de mille. Donc unité de dizaine, centaine, unité de mille, dizaine de mille. Vous voyez que le 5 va être ici. Donc 750 000. 700 000 plus 50 000, 750 000. Donc là, en vous disant unité, dizaine, centaine, unité de mille, dizaine de mille, c'est pour vous guider un petit peu, d'accord? Mais normalement, 700 000 plus 50 000, 750 000, d'accord? Donc le 5 à la position dizaine de mille. 750 000 plus 700, 750 000, 700. 750 700 plus 7, 750 707. Alors, je viens de dire 750 707. Et ici, 750 707. J'ai dit deux fois la même chose, donc l'expression de gauche a la même valeur que ce nombre-là. Et là, j'ai l'égalité. D'accord? On continue. 600 000 plus 8 000 plus 700 plus 50 plus 3. Alors, 600 000 plus 8 000, ça fait... Alors là encore, regardez, unité de dizaine, centaine, unité de mille. Le 8 va être ici. Ça fait 608 000. 608 000 plus 700. Ça fait 608 700. Excusez-moi. Alhamdulillah. Désolée. Ça, c'est comme du live là presque. Donc je répète. 600 000 plus 8 000. Ça fait 608 000. Le 8 est ici. 608 000 plus 700, ça fait 608 700, plus 50, 608 750, plus 3, 608 753. D'accord? Donc, le nombre est 608 753, 6, 0, 8, 7, 5, 3. D'accord? Ici, on regarde rapidement. 608 fois 1000, ça fait 608 000, puisqu'on a la virgule cachée ici, et on va la décaler vers la droite de 3 rangs, parce que j'ai 3 zéros. Donc 1, 2, 3, et elle est là. Donc 608 000. Plus 753 fois 1, 753 fois 1, ça fait 753. 608 000 plus 753, ça fait 608 753. Donc, vous avez ici deux expressions écrites différemment qui ont la même valeur. Mais regardez celle-ci comme elle est plus longue, donc plus d'étapes, on fait un calcul, deux calculs, trois calculs, quatre calculs. On fait 4 additions dans notre tête. Alors que là, on fait une multiplication, et on fait la somme. Et c'est fini. D'accord? Donc, cette expression-là est plus simple et généralement est mieux appréciée puisqu'elle donne le même résultat que cette expression-là. Donc là, on a l'égalité. Ça va? Ici, on continue. Alors, vous avez à gauche 58 790. Et ici, on va voir. Alors, 508 fois 1000. 508 fois 1000, n'oubliez pas, vous avez la virgule cachée ici, là où je vous montre avec mon curseur. D'accord, tout le monde? Fois 1000, je la décale vers la droite de 3 rangs. D'accord? Parce que j'ai 3 zéros dans 1000, si vous voulez. Donc, j'ai 508 fois 1000, 508 000. Plus, quoi? Alors là, encore une fois, je vous dis, n'oubliez pas, c'est comme si on avait des parenthèses. La multiplication, on l'a fait en premier, celle-ci. On doit additionner la valeur de cette multiplication. 790 fois 1, ça fait 790. Donc, qu'est-ce que j'ai comme addition? J'ai 508 000 plus 790. Ça fait 508 790. Est-ce que 508 790 est égal à 58 790? Non. Donc là, c'est différent. D'accord? Donc, pourquoi j'aurais pu vous... cet exercice, j'aurais pu vous guider, entre guillemets, un peu plus en vous mettant la version écrite, comme je fais généralement dans la majorité des exercices, où je rédige le résultat, où je mets le détail. J'ai fait exprès de ne pas le faire ici, parce que je veux vraiment que vous voyez qu'on est capable de le faire mentalement, et que vous êtes capable, et vous devriez être capable de le faire. Donc, je vous ai guidé, j'ai détaillé oralement, mais tout ça, vous devez être capable de le faire mentalement. Et le but, c'est d'arriver à faire ce genre de calcul mentalement. D'accord? Excusez-moi. Donc, c'est ça que je voulais dire. Donc ici,
soyez capable de refaire ces calculs. Ceux qui ont des hésitations, n'hésitez pas à refaire ces calculs. Ceux qui ne trouvent pas, posez les calculs. Il n'y a pas de mal à poser le calcul parce qu'en posant votre calcul, vous allez vous rendre compte où se trouve votre erreur. Une fois que vous allez identifier votre erreur, vous allez comprendre pourquoi vous l'avez fait. À ce moment-là, vous reprenez le calcul mental sans faire l'erreur et vous voyez que vous êtes capable de faire l'erreur. D'accord? Donc il n'y a pas de mal de prendre un brouillon et de le faire. Si vous n'avez pas été capable de le faire mentalement, de le faire sur papier. Vous le faites sur le papier. D'accord? Excellent. Donc ici, on a fait, le deuxième on l'a déjà fait, je l'ai expliqué avec vous en guise d'exemple de la première partie du cours, qui est celle-ci. Alors, on s'en va dans la suite. Alors, deuxième partie du cours, je rappelle rapidement, en express, nous avons vu trois propriétés de calcul numérique, et là principalement addition, multiplication. Alors, nous avons vu premièrement l'associativité. On a dit que, pour faire bref et court, l'associativité, c'est le fait de pouvoir, lorsque vous avez une longue chaîne d'addition ou une longue chaîne de multiplication, c'est le fait d'associer, de mettre ensemble un petit calcul qui se trouve dans la longue chaîne de calcul. Donc, si vous avez A plus B plus C plus D, bah tiens, j'ai envie de faire A plus C, par exemple, ou A plus B, peu importe. Donc, vous allez combiner, si vous voulez, une addition, d'accord, dans la longue chaîne d'addition, ou vous allez combiner une multiplication dans la longue chaîne de multiplication. Comment vous faites? Ben, vous allez faire ce qui vous arrange le mieux. Si vous avez, je ne sais pas moi, 6 plus 48 plus 4, ben, moi ça m'intéresse de faire 6 plus 4 parce que 6 plus 4 ça fait 10. Et après 10, peu importe à quoi je vais le rajouter, ça va être facile, d'accord? Donc là encore, je vais pouvoir associer... c'est pas correct ce que j'ai dit. Je retire mon exemple, je m'excuse. Dans mon exemple, c'était pas du tout l'associativité. Donc, ce que je veux dire par là, c'est... Ok, je donne un autre exemple d'associativité. C'est par exemple 9 plus 48 plus 1. D'accord? Donc, 9 plus 48 plus 2. Voilà. Donc, 9 plus 48 plus 2, vous allez faire normalement 9 plus 48 si vous suivez l'ordre, et le résultat plus 2. Sauf que ce qu'on peut faire aussi, c'est de mettre une parenthèse entre 48 plus 2 pour que ça fasse 50. Donc là, on a un beau nombre rond, on aime bien. Puis, on le rajoute à 9. D'accord? Donc, ça veut dire que quand je mets la parenthèse quelque part, c'est je dis je vais faire en priorité cette opération-là. D'accord? Donc, je vais faire celle qui m'arrange le mieux, qui me donne un nombre qui est pratique à additionner avec les autres ou pratique à multiplier avec les autres. Que l'on considère l'addition ou la multiplication, c'est l'idée dans l'associativité, c'est que vous pouvez mettre des parenthèses un peu partout dans la chaîne de calcul, tant que vous avez des additions uniquement ou tant que vous avez des multiplications uniquement. Un calcul où il n'y a que des multiplications, autrement dit, et ou un calcul où il n'y a que des additions. D'accord? Qu'une addition. Que des additions, excusez-moi, parce que c'est A plus B plus C, etc. Donc, ici, vous pouvez associer comme vous voulez, en forçant celui qui va faire le calcul à aller faire la parenthèse en premier, puisque ça rend le calcul plus facile. On sait que peu importe où vous allez mettre la parenthèse lorsque vous avez une chaîne de calcul avec des additions, et peu importe où vous allez mettre la parenthèse lorsque vous avez une chaîne de calcul avec que des multiplications, le résultat est toujours inchangé. Donc, c'est une propriété pratique qu'on peut utiliser tout le temps, puisque ça ne change rien en la valeur finale. Donc vous avez le droit de le faire parce que vous ne changez pas la valeur du calcul. La commutativité, c'est la possibilité de switcher, de changer de place des termes dans une addition ou des termes dans la multiplication sans en changer la valeur mathématique de l'expression. Si vous dites 3 fois 5 ou 5 fois 3, vous aurez toujours 15. Si vous dites 1 plus 6 ou 6 plus 1, vous aurez toujours 7. La distributivité, c'est quoi? C'est une expression à la base qui est une multiplication qui, si on la voit à première vue, on est obligé de poser en colonne.
ce que l'on vous propose ici, c'est d'avoir le terme le plus complexe, donc le nombre le plus compliqué, et premièrement de le décomposer en quelque chose de simple. Donc en général, on va aimer la décomposition en base 10, ou en tenant compte de la décomposition en base 10. Ensuite, d'appliquer ce qu'on appelle la distributivité. Donc, par exemple ici, si je vois 5 fois 100 plus 2, vous allez, rappelez-vous de mes flèches, 5 fois 100 plus 5 fois 2. Donc, vous allez distribuer ici pour pouvoir faire votre calcul. Puis après, c'est très simple parce que vous avez un 500 plus 10. Tout le monde est capable de faire mentalement 500 plus 10 et de trouver que ça fait 510. Ce qu'on peut faire ici avec l'addition, multiplication, donc on va ici décomposer notre 102 en une addition, mais on peut décomposer notre nombre en une soustraction. Idéalement, faites apparaître base 10, c'est toujours plus simple. Donc 98, bah, c'est 100 moins 2. Donc là, on va encore distribuer notre 4 fois sur le 100, puis sur le 2, en n'oubliant pas qu'on a une soustraction. Donc c'est 4 fois 100 moins 4 fois 2. D'accord? Et là encore, on met la parenthèse autour des multiplications parce que c'est elle que l'on va calculer en premier et la soustraction, c'est elle qu'on fera en dernier. D'accord? Ok, alors on y va sans plus tarder avec la correction du premier exercice. Finalement, mon rappel n'était pas si rapide que ça. Désolé. Alors, on y va. Exercice 3. Utilise l'associativité ou la commutativité pour effectuer les opérations suivantes. Associativité, c'est la possibilité d'associer d'associer des nombres entre eux et de dire je vais faire cette opération plutôt que de suivre l'ordre, d'accord? Parce que c'est plus pratique. Et la commutativité, c'est changer de place pour rendre l'opération aussi plus simple et plus pratique, d'accord? Alors, regardons la première ligne. Vous avez 18 plus 6 plus 24. On a appliqué ici la associativité, puisqu'on a mis des parenthèses. C'est comme si on dit, ok, je ne vais pas suivre l'ordre, je ne vais pas faire 18 plus 6, puis le résultat plus 24, parce que s'il n'y avait pas de parenthèse, c'est ce qu'il faut faire. La règle ici, c'est de suivre l'ordre. Faire 18 plus 6, ensuite plus 24. Mais là, en mettant la parenthèse ici, associativité, je force la personne à venir faire 6 plus 24, donc 30. Et là, c'est facile de dire 30 plus 18, ça fait 48. D'accord? On continue. Alors, on est toujours dans l'associativité. Ici, 33 plus 14 plus 16. Alors, là, on doit faire normalement l'opération dans l'ordre. Sauf que ici, on peut utiliser l'associativité en mettant une parenthèse entre 14 plus 16. Pourquoi? Parce qu'on voit que ça fait entre guillemets un chiffre rond. Ça veut dire que ça fait 30. Plutôt que dire 33 plus 14, puis là on cherche un petit bout, plus 16. Ça rend le calcul plus simple si on se rend compte. En fait, on trouve des astuces. Est-ce qu'il y a quelque part dans le calcul un chiffre rond, un 10, un 20, un 100, un 15, un 2, un 1, quelque chose de simple, de sorte qu'on peut faire le calcul mentalement très facilement. Ben, on se rend compte que si on combine ici 14 plus 16, ça me fait un 30. Ben, 30 plus 33, tout le monde est capable de rapidement me dire que ça fait 63. Par contre, si vous avez fait 33 plus 14, ben là vous réfléchissez un bout, puis vous dites, oh, 47. Ok, 47 plus 16, oh mon Dieu. 47 plus 16, 47 plus 10. Donc on décompose, comme je vous ai appris, ça fait 57 plus 6, 63. Mais là, ça demande plus de temps et plus de réflexion. Alors que si vous voyez l'astuce de combiner ces deux-là, pour avoir 30, ben ça devient super facile. Regardez, 30 plus 33, vous avez votre 63 et c'est fini. Vous comprenez l'utilité de ces propriétés-là. C'est ce que j'essaye de vous faire ressortir. Non seulement il faut les savoir, il faut les comprendre, il faut savoir les utiliser, mais à quoi ça sert? Ben, ça sert à vous faciliter la vie, d'accord? Entre guillemets. Donc, on vient ici avec 5 fois 9 fois 2. Alors ici, on ne voit pas de parenthèse apparaître, donc on n'a pas fait d'associativité. Par contre, si vous regardez les positions, première position 5, deuxième position 9, ici c'est 2, troisième position 2, mais ici c'est 9. Donc ce qu'ils ont fait ici, c'est qu'on a switché le 9 et le 2, on a changé de place, on a interverti, si vous voulez, la place du 9 avec le 2, et vice-versa. Donc ici, on a appliqué ce qu'on appelle la commutativité. D'accord? Donc, en faisant pourquoi on a fait cette commutativité? Ben parce qu'on s'est dit, ok, bon, 5 fois 9, 45, 45 fois 2, ça me demande une petite réflexion, mais je suis capable. Mais regardez, si je fais 5 fois 2, ben là, tout le monde sait que ça fait 10. Puis 10 fois 9 ou 9 fois 10, là,
Tout le monde sait que ça fait 90. Donc, prendre le calcul dans cet ordre-là, parce que vous n'oubliez pas, s'il n'y a pas de parenthèse, le calcul se fait dans l'ordre de gauche vers la droite. Donc, si le calcul est donné comme ça sans parenthèse, vous devez suivre l'ordre. Mais là, l'ordre, il est super bien parce qu'il vous permet de faire le calcul facilement. 5 fois 2, 10, fois 9, 90. D'accord? Ok, on continue. 3 fois 6 fois 4. Alors là, essayez d'y penser. Quel est le calcul qui vous simplifierait la vie? Qu'est-ce que vous échangeriez comme place pour que ce soit plus facile? Alors, regardez ici, on vous propose de switcher le 4 et le 6, de sorte que le 4 est en deuxième position et le 6 en dernière position. 3 fois 4 fois 6, 3 fois 4, 12, 12 fois 6, 72. D'accord? Peut-être que d'autres ont décidé de changer de place différemment. C'est pas faux. Ça ne sera pas faux. L'essentiel, c'est que pour vous, c'est plus pratique. Je trouve que celle-ci est plus pratique que de dire, par exemple, si je fais 6 fois 3, 18, 18 fois 4. 18 fois 4 est un peu plus lourd que 12 fois 6. D'accord? 12 fois 6 est plus simple. Donc, à vous de voir qu'est-ce que vous préférez. D'accord? Même si vous switchez, par exemple, le 4 et le 3, ça vous fait 6 fois 4, 24. 24 fois 3, ça aussi, c'est pas évident. 12 fois 6 reste le plus léger, le plus facile à manipuler. D'accord? Néanmoins, si vous avez mis autre chose, c'est pas faux. Mais restons toujours dans l'utilité de l'exercice, ça veut dire à quoi ça sert? Ça sert à vous simplifier les calculs mentalement. D'accord? Excellent. On passe à l'exercice suivant. Exercice 4. Décompose un des facteurs, ensuite utilise la distributivité pour trouver le produit. Alors, ça c'est ce qu'on avait vu dans la deuxième partie du cours. Alors, premièrement, dans le petit a, on vous aide déjà. On vous fait la première partie de l'exercice, à savoir, on a décomposé le 62. Alors, je suis ici. 4 fois 62, c'est égal à 4 fois. Alors, c'est comme si j'avais entre guillemets une parenthèse ici, sauf que mon 62, je le décompose en 60 plus 2. Je le décompose en une addition. Vous pouvez décomposer, je vous le rappelle, en addition ou en soustraction, libre à vous. Sauf que il faut que ce soit quelque chose de pratique. Donc toujours pensez dans vos petites têtes, dans le petit coin de votre tête, toujours base 10, c'est ce qui va vous simplifier la vie. D'accord? Donc 62, 60 plus 2, c'est une addition. Alors maintenant, deuxième étape, qu'est-ce que je fais? Je vais faire la distributivité. D'accord? Donc, encore une fois, comment on fait la distributivité, pardon. Je vous rappelle ici super rapidement. Regardez ici. Alors, distributivité. Je ne veux pas qu'on voit tout de suite l'autre exercice. Distributivité, je vous rappelle, c'est le fait de prendre la multiplication, de l'appliquer dans un premier temps au premier terme de la parenthèse. Ensuite, ce qui me fait mon premier calcul, il est là. Ensuite, le plus qui est ici, il est là. Je le sors. 5 fois, je le distribue sur mon deuxième terme. Et ça me donne ma deuxième parenthèse. S'il y avait plus un autre nombre dans la parenthèse, j'aurais distribué mon 5 fois dans le troisième nombre. Donc, j'aurais eu un plus, entre parenthèses, ma troisième partie. Et ainsi de suite. D'accord? Ça va? Donc, faites attention, de bien distribuer terme par terme et de ne pas oublier que ce signe mathématique-là, il se retrouve entre les parenthèses. D'accord? Pareil pour la soustraction, je vous rappelle, 4 fois 98, c'était 4 fois 100 moins 2. Donc, le 4 fois, je le distribue au premier terme, 4 fois 100. Ensuite, c'est un moins, donc regardez le moins que je retrouve ici, et 4 fois 2, et qui est mon 4 fois 2 qui se retrouve ici. Ensuite, j'effectue en priorité toujours qu'est-ce qu'il y a entre parenthèses, donc le calcul qui se trouve entre parenthèses, et à la fin, je me retrouve soit avec une addition, soit avec une soustraction. Ça va? Donc, on va faire la même chose ici, on va appliquer la distributivité. Donc, on va regarder le premier. Oh, pardon, c'est pas ça. Donc, regardez ici, c'est bien, je suis contente parce que c'est ligne par ligne. On va appliquer le 4 fois sur 60. Alors ici, s'il vous plaît, j'impose à tout le monde. Mettez-moi les flèches en haut. Parce que c'est une façon visuelle de se représenter la distributivité et une façon très pratique quand vous allez vous relire,
ça va être facile de voir les flèches et de vérifier que la ligne d'après correspond à vos flèches. Donc, première flèche, elle part du 4, elle s'en va à 60. 4 fois 60, d'accord? Regardez, 4 fois tout ça là, fois 60. Plus, pourquoi ce plus? Parce qu'il vient d'ici. Deuxième distribution, 4 fois 2. Voici mon 4 fois 2. Ça va? Troisième étape, donc première étape, la décomposition. Deuxième étape, la distributivité. Donc on distribue le 4 fois sur 60 et sur 2, ici. Troisième étape, je dois calculer en priorité ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc 4 fois 60, c'est lui que je calcule en premier. 4 fois 60, 6 fois 4, 24, donc 240, plus 4 fois 2, 8. Donc j'ai 240 plus 8. D'accord? Et bien sûr, vous faites la somme. Donc premier calcul, c'est tous les calculs entre parenthèses. On a dit que le calcul entre parenthèses doit se faire en premier. Donc si dans une expression vous avez plusieurs parenthèses, vous les traitez en même temps. Ça veut dire que vous faites une ligne dans laquelle vous allez mettre tout de suite les résultats de toutes les parenthèses. Donc là j'en ai deux. J'ai mis le résultat de la première, j'ai mis le résultat de la deuxième et j'ai mis le signe mathématique ici que je dois reporter et ne pas oublier. Et à la fin, j'ai une addition à faire, 248. Ça va? Excellent. Ici, 5 fois 163. Alors, 163, il va falloir le décomposer, on est d'accord? Alors, en base 10, on réfléchit. Combien d'unités? 3. 3 cubes unités, donc 3 fois 1, mais j'en ai 3. Combien de dizaines? Combien de tiges? 60, puisque une... Ici j'ai 60, puisque j'ai 60, une tige c'est 10, donc 10 fois 6, j'ai 6 tiges, donc au total j'ai 60 ici, en termes de valeur. Et ensuite, les centaines, combien j'en ai? Une centaine, donc j'ai 100, une plaque de 100, d'accord? Donc on retrouve ici 5 fois 100 plus 60 plus 3, notre décomposition, d'accord? Ensuite, première partie, vous avez décomposé votre 163 en 100 plus 60 plus 3. Deuxièmement, vous allez distribuer la multiplication sur l'addition. Donc vous avez ici 3 distributivités, ou 3 distributions si vous voulez. Vous allez distribuer 3 fois votre multiplication. Première partie, 5 fois 100. Première parenthèse, plus, j'ouvre une autre parenthèse, 5 fois 60. Je ferme ma parenthèse, je mets plus, j'ouvre une nouvelle parenthèse, 5 fois 3. On regarde ensemble, regardez, première flèche, 5 fois 100, elle est là. Plus, parce que j'ai un plus après, 5 fois 60, voici ma deuxième parenthèse, plus, parce que j'ai un plus, c'est ce plus-là qui se retrouve ici, 5 fois 3, et mon 5 fois 3 qui se retrouve ici. Ça va? Ensuite, si vous vous rappelez de ce que j'ai dit, on va en priorité en premier, les P là qui s'ajoutent, plein de P partout, pour vous dire qu'on fait les parenthèses. D'accord? En premier ou en priorité, on fait la parenthèse. Donc, 5 fois 100, ça fait 500, plus 5 fois 60, 6 fois 5, 30, avec le 0 qui est là, 300, plus 5 fois 3, 15. On retrouve 500 plus 300 plus 15. D'accord? Et ensuite, je fais la somme, donc l'addition ici. Après avoir fait les multiplications, je fais l'addition. 500 plus 300, ça fait 800, plus 15, 815. Ça va? Donc vous voyez qu'une multiplication comme 163 fois 5 ou 5 fois 163, c'est soit vous la faites mentalement, donc vous développez la façon classique 5 fois 3, 5 fois 6, 5 fois 1, ou plus rapidement, vous la décomposez, vous faites des multiplications simple et rapide et une somme aussi rapide pour obtenir 815. Ça va? On continue. 6 fois 134. Alors, 134, là encore, il faut le décomposer. Il y a plusieurs façons. Ici, on va prendre une façon qui est simple, qui est l'addition, encore une fois. 100 plus 30 plus 4. J'ai 4 unités, j'ai 30, j'ai 3 dizaines ou 30 unités, et j'ai une centaine ou 100 unités. 100 plus 30 plus 34, d'accord? Encore une fois, je vais dans cette deuxième partie distribuer le 6 fois, la multiplication par 6, sur chacun des membres de mon addition, d'accord? Donc, première flèche, 6 fois 100, plus, parce qu'après j'ai un plus,
6 fois 30, plus, parce qu'après j'ai un plus, 6 fois 4. D'accord? Regardez avec moi. 6 fois 100, c'est le résultat entre parenthèses de la première distribution de ma première flèche. Plus, parce qu'ici j'ai un plus. 6 fois 30, ici la parenthèse, c'est le résultat de ma deuxième flèche. Plus, parce qu'ici j'ai un plus. 6 fois 4, c'est le résultat de ma troisième flèche. Donc maintenant, j'ai une somme de 3 produits, 3 multiplications, qui se trouvent entre parenthèses. Donc je fais en priorité ou en premier la parenthèse. Donc je calcule dans la prochaine ligne les valeurs de chacune du calcul qui se trouve dans les parenthèses. D'accord? 6 fois 100, 600. 6 fois 30, 6 fois 3, 18. Donc 180. 6 fois 4, 24. Donc on a 600 plus 180 plus 24. N'oubliez pas, ce signe-là, il se retrouve ici. Ce signe-là, il se retrouve ici. Et ces valeurs sont chacune le résultat de ce qu'il y avait entre parenthèses. Ensuite, dernière étape, vous faites tout simplement votre addition. 600 plus 180. Alors là encore, dans votre tête, décomposez. 600 plus 100 plus 80. Donc ça fait 780. Vous êtes d'accord avec moi? Plus 24, ça vous donne 804. D'accord? 780 plus 20, 800, plus 4, 804. N'hésitez pas mentalement à décomposer vos nombres pour rendre le calcul plus rapide et plus facile. D'accord? Je rappelle ici, on a fait 600 plus 180, ça fait 780. 780 plus 24, 780 plus 20, ça fait 800, plus 4, 804. Ça va? Ok, on continue. 7 fois 132, là encore, vous allez décomposer, donc là, en somme, c'est plus facile. 132, c'est 100 plus 30 plus 2, d'accord? Ensuite, vous allez faire la distributivité, vous allez distribuer cette multiplication sur chacun des membres de l'addition, puisque le tout se trouve entre parenthèses, d'accord? On y va. Première flèche, 7 fois 100, plus 7 fois 30, plus 7 fois 2. Vérifions. Résultat de la première flèche. 7 fois 100, 7 fois 100. 7 fois 30, 7 fois 30. 7 fois 2, 7 fois 2. Entre chacune de ces distributions, il y a une somme, donc on va, ce plus-là se retrouve ici, ce plus-là se retrouve ici. Si j'avais des couleurs, j'aurais mis lui en vert par exemple, et là c'est vert, puis lui en bleu par exemple, et lui il est bleu. Donc on ne perd pas les signes mathématiques quand on fait les développements. Ça s'appelle développer, donc là on développe. 7 fois 10, on fait la distribution, 7 fois 30 plus 7 fois 2. Ensuite, on va calculer ce qu'il y a à l'intérieur de chaque parenthèse, puisque en premier ou en priorité, on calcule les parenthèses. Donc 7 fois 100, 700. 7 fois 30, 7 fois 3, 21. Fois 10, 210. 7 fois 2, 14. Donc vous avez la somme de 3 valeurs qui sont les réponses des 3 parenthèses. 700, plus, ce plus il est là. 210, le résultat de cette parenthèse, plus ce plus il se retrouve là, et 14, le résultat de cette parenthèse. Ensuite, vous faites une somme classique, une addition normale. 700 plus 210, ça fait 700 plus 200 plus 10, si vous voulez. Ça fait 910. 910 plus 14, ça fait, alors si vous voulez décomposer, 910 plus 10, 920, plus 4, 924. C'est bon. Ok? Sinon, vous pouvez dire 910 plus 14, 924, ça marche aussi. N'hésitez pas mentalement à décomposer, ça permet d'aller beaucoup plus vite dans vos calculs. D'accord? Voilà. Donc là, c'est un bon exemple d'exercice sur la distributivité qui, en réalité, vous demande une étape qui précède la distributivité, c'est la décomposition, d'accord, pour pouvoir appliquer la distributivité, parce que si vous prenez la multiplication telle quelle, il n'y a rien à distribuer, puisque le 4 fois s'applique directement sur le 62. Si vous décomposez votre 62 en une addition ou une soustraction, là vous pouvez faire des flèches et distribuer votre multiplication, soit sur l'addition, soit sur la soustraction, d'accord? Voilà. Donc là, oui, une dernière chose, c'est j'insiste, je veux voir les flèches.
Ça veut dire que là, je vais avoir une flèche qui fait ça et une flèche qui fait ça, de la même manière que l'on l'a vu ici. Sans le 1 et le 2. Évitez les 1 et 2 pour pas encombrer, mais faites-moi clairement les flèches qui vont dans chacune d'elles et faire apparaître ensuite votre deuxième ligne ici. C'est bon? Excellent. On va vers l'exercice 5. Alors, un jardinier d'un manoir hanté, il décide, alors un jardinier veut embellir les lieux, il décide de faire 6 plates-bandes de fleurs. Chacune des plates-bandes aura 8 lys violets, alors le lys c'est une fleur, 8 lys violets et 10 lys jaunes. Le lys en général c'est violet, j'ai jamais vu de lys jaune mais ça doit être très beau. Bref, donc 6 plates-bandes ça veut dire quoi? Ça veut dire 6, alors une plate-bande, si vous voulez, c'est une ligne, une colonne, une ligne, si vous voulez, d'accord? Une ligne dans laquelle il va mettre côte à côte toutes ces fleurs, d'accord? C'est comme s'il va faire différentes rangées ou différents rangs, d'accord? Sauf que quand c'est des plates-bandes, c'est des bandes que l'on fait de fleurs sur des bords, des bordures, on appelle ça des plates-bandes, d'accord? Oubliez-moi ça. Pour l'instant, pour vous, une plate-bande, ça va être une ligne, d'accord? Ou une rangée de fleurs. Retenez-le comme ça pour l'exercice, c'est ce qui va être plus pratique pour vous, d'accord? Donc, quels sont les mots importants ici? Alors, d'après vous, j'espère que vous les avez soulignés. Alors, premier mot important, bien sûr, 6 plates-bandes de fleurs, donc 6 plates-bandes de fleurs, bien sûr. Ensuite, chacune, donc chaque plate-bande, qu'est-ce qu'elle va avoir? 8 lys violets et le et est très important, 10 lys jaunes. Donc chacune est important, 8 lys violets est important, 10 lys jaunes est important, et le et de ET qui est important aussi parce que c'est les deux, ça veut dire que dans une rangée de fleurs ou une plate-bande de fleurs, qu'est-ce que vous allez avoir? Les deux, 8 lys violets et 10 lys jaunes, d'accord? On vous demande, s'il veut faire 6 plates-bandes de fleurs, combien de fleurs devra-t-il acheter en tout? Alors si vous regardez bien, l'exercice est hyper facile, parce que dans le fond, vous allez utiliser des multiplications simples et une addition simple. Ça veut dire ça, c'est du niveau de 3e année facilement. Mais où est la difficulté ici? Ou alors, plutôt que difficulté, où est le défi ici? C'est que maintenant, en 5e année, vous ne faites plus cet exercice en plusieurs étapes. Avant, vous auriez calculé combien de lys jaunes, combien de lys en tout par plate-bande. Ensuite, combien de plates-bandes j'en ai 6, donc combien de fleurs en tout. Vous auriez fait ça au minimum en 2 étapes, minimum. Dans ce qu'on vous demande de faire aujourd'hui en 5e année, vous êtes grand maintenant, on va faire ça en une seule étape. Un seul calcul. Un seul calcul qui regroupe toutes ces petites étapes que vous auriez fait avant. D'accord ? Donc, quelle est la façon la plus juste et la plus pratique de décrire cette situation-là, de trouver le nombre de fleurs qu'il devra acheter en tout en une seule opération? On vous guide, on vous dit, utilise la distributivité dans ta démarche. Ça veut dire que je voudrais une seule opération, telle que pour la résoudre, je dois utiliser la distributivité. Alors, moi je vous ai conseillé de faire des petits schémas. Et comme vous me connaissez, j'en ai fait. Alors, on y va, regardez ici. Disons que, comme je vous ai dit tout à l'heure, disons qu'une... On va se mettre comme ça. Disons qu'une plate-bande, c'est une ligne, d'accord? Une plate-bande ici. Dans une plate-bande, on a 10 lys jaunes, donc LJ lys jaune, LV lys vert, d'accord? 10 lys jaunes et 8 lys verts. Ça, c'est une rangée, une plate-bande. Il en a 6 en tout. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lignes, si vous voulez. D'accord? Donc, j'ai mis des petits pointillés, mais je vous ai mis une accolade en disant qu'en tout, j'ai 6 lignes. D'accord? Donc, ça, c'est la première, une plate-bande. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et ici, ma 6e. Ça va? Donc, combien j'en ai en tout? Ben, j'en ai tout ça. Sauf que moi, je veux l'écrire de manière à ce que je n'écrive qu'un seul et unique calcul. Alors le voilà. Pour une plate-bande, j'ai 10 plus 8 lys, parce que j'ai 10 lys jaunes plus 8 lys violettes. Un lys violet.
Donc ici, j'ai 10 plus 8, le nombre total de lys pour une plate-bande. Mais j'ai combien de plates-bandes? J'en ai 6, puisque cette ligne-là, elle est répétée 6 fois. Donc 6 fois, j'ouvre la parenthèse, 10 plus 8. Ça va? Donc ça, la parenthèse, c'est le nombre de fleurs dans une plate-bande. Or, j'ai 6 plates-bandes, donc chaque rangée, si vous voulez, est répétée 6 fois. Regardez ce que je viens de dire, 6 fois. Donc, 6 fois une ligne. Le contenu de la quantité de fleurs que j'ai dans une rangée ou une plate-bande. 6 fois, entre parenthèses, 10 plus 8. Ça va? Donc, on fait le calcul, on applique la distributivité. Alors moi, parce que j'écris quelque chose au-dessus, j'ai pas voulu encombrer tout ça pour que ça paraisse clair. J'ai juste mis ma flèche en bas. Vous pouvez le faire si vous voulez. Généralement, on la met en haut. Mais là, ça fonctionne. Alors, je vais distribuer la multiplication sur cette addition-là. 6 fois 10. Regardez, première parenthèse, 6 fois 10. Plus, ce plus-là, il se retrouve ici. 6 fois 8. Non, 6 fois 8 qui se trouve ici. Donc, première étape, j'ai appliqué la distributivité. J'ai distribué, si vous voulez, la multiplication sur l'addition qui se trouvait entre parenthèses. Après, je dois calculer en priorité ce qu'il y a entre parenthèses. 6 fois 10, 60. 6 fois 8, 48. Je reporte le signe plus, sans l'effectuer encore. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? 60 plus 48, j'effectue la somme, l'addition. Et 60 plus 48, vous pouvez faire mentalement, en décomposant, pour ceux qui ont du mal, 40 plus 8, puisque 60 plus 40, ça fait 100, plus 8, 108. Donc, il devra, notre cher ami, devra acheter en tout 108 fleurs. Ça va? Donc ici, la difficulté n'était pas dans le problème en tant que tel, c'était d'être capable de l'écrire de cette manière-là, d'être capable de traduire la situation du problème en une seule ligne de calcul qui est celle-ci. Ça va? Encore une fois, je vous encourage vraiment à faire plein de petits dessins, de petits schémas, de ce que vous voulez, pour vous aider à visualiser le problème et à pouvoir le facilement, c'est très facile quand on voit ça, de passer de ça à ça. Ok tout le monde? Ok, excellent. Donc, pour ce qui est du calcul, ça revient à la méthode qu'on a vue dans l'exercice 4, d'accord? Donc, on n'a fait qu'appliquer les différentes étapes. On fait la distributivité, on multiplie ici par chacun des membres, on effectue en premier ce qui est entre parenthèses, et à la fin, on fait l'addition. Puis si on avait une soustraction ici, et donc ici, ben, on ferait la soustraction. D'accord? Excellent, super. Donc là, ça vient terminer la correction des exercices qui étaient à faire pour aujourd'hui. D'accord? Donc, vous avez fait les exercices pour les expressions équivalentes, les propriétés d'associativité, commutativité et distributivité. Ça va? Encore une fois, je vous encourage très fortement à aller vers pour en faire plus, parce que plus on en fait, plus c'est facile dans ce genre d'exercice-là, dans ce genre de notions-là. Donc, allez vers le cahier vert supplémentaire, d'activités supplémentaires du livre. Donc, c'est pas dans le livre, attention, c'est votre cahier vert que vous avez acheté en début d'année. Vous allez voir qu'à la section 20, il y a d'autres exercices du même genre et entraînez-vous à en faire. Donc faites-les, je vous encourage fortement. Alors, une dernière partie du cours qu'on va entamer aujourd'hui pour pouvoir, encore une fois, vous permettre de faire les exercices pour la prochaine fois. Donc, on y va. Si vous voulez, pour faire une petite pause, là, 2 secondes, avant d'entamer la deuxième, bien absorber vos corrections d'exercices. Et reprendre dans peut-être 5 minutes avec moi. Vous mettez pause, c'est très simple. Et vous reprenez 5 minutes après avec moi pour continuer le cours. Donc la dernière partie du cours, vous allez voir, c'est pas compliqué, c'est relativement simple. D'autant plus que c'est quelque chose dont on a déjà parlé. Donc il n'y a rien de nouveau. Quand on avait fait, si mes souvenirs sont bons, les comparaisons ou quelque chose comme ça, je ne sais plus, des nombres décimaux ou les comparaisons, je ne sais plus, de fractions. Je sais qu'à un moment donné, une des règles que je vais vous parler aujourd'hui, j'en ai déjà parlé. Donc, ce n'est pas très compliqué. Ok, alors on y va ici, l'approximation. Alors, l'approximation, on lit ensemble. Dans certaines situations, il est
on utilise une approximation. C'est quoi une approximation? Alors, dans approximation, vous avez approximé et vous pouvez même aller tirer à peu près. D'accord? Approximer, c'est une valeur à peu près. Je suis à peu près, j'approche la bonne valeur sans avoir la valeur exacte. D'accord? Donc, on utilise une approximation. L'approximation est une valeur qui se rapproche de la valeur réelle. Il y a plusieurs façons de faire une approximation. Il y a plusieurs façons de déterminer rapidement une valeur qui est proche de la valeur réelle, autrement dit. C'est bon? Donc, quand je fais une approximation, je cherche une valeur rapide, je cherche une façon rapide de trouver la valeur de toute une grosse quantité de quelque chose qui est proche de la valeur réelle. Alors, on peut estimer une quantité. Alors, quand on vous demande d'estimer, c'est qu'en réalité, on vous demande de faire une approximation. Quand on estime, ça veut dire quelle est la valeur proche de la valeur réelle de cette quantité-là. D'accord? Donc, on peut estimer une quantité. Par exemple, on estime que la foule, alors on vous représente plein de monde, imaginez qu'il n'y a pas de carré, d'accord? Imaginez uniquement, au départ, que vous avez juste ce grand carré-là, uniquement. Et on vous met tout ce beau monde comme ça, sans découpage à l'intérieur. Donc, uniquement le grand carré. Et on vous dit, bah écoutez, essayez d'estimer la foule qu'il y a dans ce grand carré. Plusieurs façons de le faire, c'est sûr. Alors, ici, une des façons qu'on vous propose, pardon, c'est de découper le grand carré en 3 lignes, 3 colonnes. D'accord? En disant quoi? En disant que ce beau monde est réparti, on va dire, de manière assez homogène. Ça veut dire que la quantité de personnes que j'ai là, à peu près la même que là, à peu près la même là, à peu près. Donc je vais considérer dans mon découpage que la petite partie, mon petit carré qui est ici, est représentatif de tous les petits carrés qui sont de l'autre côté, de mes 8 autres carrés. D'accord? C'est comme si je découpais d'une manière telle que j'ai 9 petits carrés, tel que le nombre de personnes dans ce petit carré est à peu près la même partout. Ça veut dire que dans chaque carré, j'ai le même nombre de personnes environ, autrement dit. D'accord? Donc, si je fais cette approximation-là, je vais estimer, ça veut dire je vais déterminer à peu près combien il y a dans un carré, d'accord? Et je vais dire que, j'ai remarqué que dans un carré, il y a à peu près 20 personnes. Or, mon petit carré, lui, il occupe 1/9 de l'espace. J'ai un tout qui fait que j'ai divisé en 9, mais j'ai considéré 1, donc 1 sur 9, d'accord? Donc, j'ai considéré 1/9 de l'espace, j'ai considéré le petit carré ici, d'accord? Et j'en ai compté environ 20. Ça veut dire que si je veux comptabiliser l'ensemble de la foule, ben, il faut que ce 20-là, je le multiplie par 9, 20. Ben, 20 une fois, 20 deux fois, 23 fois, 5, 6, 7, 8, 9, d'accord? 29 fois. Et 20 fois 9, ça fait 180, d'accord? Donc, l'estimation ici qu'on fait, elle est de 180 personnes. Quelqu'un peut dire, mais madame, on peut découper d'une autre manière. Ben oui, on peut découper d'une autre manière. Mais il faut faire attention dans votre découpage de 2 choses. Si vous découpez un trop petit nombre, supposez que vous voulez découper en 3. Ça veut dire, je vais considérer par exemple, comme ça, ma bande ici, une bande verticale ici, et une bande verticale ici. Supposez que vous voulez couper en 3 parts égales. C'est pas faux, mais c'est pas la meilleure approximation, la meilleure estimation. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez devoir approximer, il va falloir compter tout ce nombre-là. Mais là, ça devient long. Le but ici, c'est d'aller vite et d'être efficace. Si tu commences à compter 1, 2, 3, 4, 5, puis tu es rendu 45, 46, 47, ben ça ne marche plus là, c'est trop long. C'est trop long et le risque d'erreur est plus important. D'accord? Donc, on va éviter les découpages trop gros et en même temps, on va éviter les découpages trop petits. Supposez que là, vous voulez tout le carré qui est ici, vous voulez encore le découper en 2, en 4, excusez-moi, ou en 2 on peut aussi. Si vous découpez trop petit, il va y avoir une erreur plus grande, parce que là encore, ils sont répartis, on a dit, à peu près égales. Mais si je découpe
découpe trop petit. Ça veut dire ici, je découpe chaque carré en 4 parties. Il se peut que dans mon petit mini carré, j'en ai 4. Mais ailleurs, il se peut que j'en ai 2, que j'en ai 3. Donc, la différence du nombre de personnes dans chaque petit carré va être trop grande. Je vais passer du simple au double. Là, si dans un petit carré, j'ai 4, dans l'autre, j'ai 2, je suis passé du simple au double. Donc, je vais faire une grosse erreur quand je vais vouloir estimer. Alors que si, par exemple, dans ce découpage-là que vous avez dans votre livre, dans un carré, j'ai 20, l'autre, il va trouver 22, l'autre, il va trouver 23, elle va trouver 19, c'est pas pire. Ça veut dire que en moyenne, j'ai 20. Donc, je tourne, disons, entre 19, 18, 22, 23. Donc, à peu près 20. Donc, j'ai fait une bonne estimation ici, puisque dans chaque carré, j'ai à peu près 20. 20 fois 9, 180. Si maintenant je fais des plus petits découpages, je vais avoir une plus grande disparité entre mes petits carrés. Ça veut dire une grande différence entre mes valeurs. Et le problème n'est pas dans la grande différence. Comme je vous dis, si vous prenez un petit carré, puis vous trouvez, par exemple, si je prends lui, le petit carré, vous allez trouver peut-être 4 ou 5. Si je viens ici, par exemple, je fais un petit carré, vous allez avoir 2 ou 2,5. Ben là, vous êtes carrément du simple au double. Donc, quand votre estimation va être beaucoup plus grossière, ça veut dire que la valeur obtenue à la fin va être un peu plus loin de la bonne valeur, de la valeur réelle. Donc, un découpage trop grand, ça veut dire des petits carrés, vous risquez de vous éloigner de la bonne valeur, vous avez une marge d'erreur plus grande, et un découpage petit, ça veut dire que vous avez ici beaucoup de monde dans chaque bande, d'accord? Si je décide de faire 3 bandes ici égales, vous avez beaucoup de monde, donc finalement, vous perdez du temps à compter et à faire peut-être des erreurs dans votre comptage, et donc de ne pas avoir une bonne estimation. Le but, c'est d'être rapide et efficace, que le compte l'estimation soit rapide, donc une méthode qui soit rapide, mais qui me donne la valeur la plus proche de la valeur réelle. D'accord tout le monde? Donc c'est un peu ça. Donc il y a plusieurs façons d'estimer. À vous de voir quelles sont les bonnes manières de le faire. Donc ça c'est l'approximation à travers un dessin. D'accord? Là il n'y a pas de calcul. On dit environ, on fait un découpage, on estime une petite partie, puis on multiplie par le nombre de parties que j'ai. D'accord? Ça vous donne une estimation de la valeur réelle de nombre de personnes qu'il y a dans la foule. C'est bon? Alors regardez ici, par exemple, dans cet exercice, on va le regarder ensemble. Les élèves d'une école vont au zoo, ok? Observent l'illustration et estiment le nombre de visiteurs. Estime le nombre de visiteurs, ça veut dire qu'il faut estimer le nombre de personnes que vous avez dans cette figure. Alors, on vous aide déjà, regardez, on a fait un découpage pour vous. Normalement, il ne devrait pas y avoir de découpage en bleu, la partie intérieure en bleu. On aurait dû vous donner uniquement le cadre bleu extérieur, puis éventuellement l'endroit où se trouvent nos différents animaux, et c'est tout. Donc, vous devez vous inspirer du découpage de la taille de l'endroit occupé par les animaux, donc leur terrain, là, aux zèbres, aux hippopotames, je sais pas c'est quoi ça, c'est quelque chose entre un lion peut-être, et une girafe. Et puis à partir de là, vous devez penser qu'il faut découper tout votre grand carré, un peu comme des petits carrés comme ça, puisque finalement ça vous donne un nombre pas trop grand à compter, et vous voyez qu'à peu près, vous avez le même nombre dans chaque carré. La répartition est homogène, ça veut dire que vous avez à peu près le même nombre par carré. Donc si vous considérez un carré que vous multipliez par le nombre de carrés, vous allez arriver à une bonne estimation. D'accord? Donc ici, il va falloir considérer un carré, prenez celui que vous voulez, donc le plus représentatif, d'accord? Donc celui qui a une quantité que vous trouvez qui se répète le plus possible, donc ni trop peu ni trop. Alors à ce moment-là, vous allez considérer par exemple 20 personnes par carré. Si on regarde lui, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Alors j'ai pris le premier, celui-ci,
Et je vais réessayer avec vous. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. J'ai 20 personnes dans ce carré-là. Donc je considère qu'à peu près, j'ai 20 personnes dans chacun des carrés. Or, j'ai combien de carrés? Ben, regardez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 ici. Et 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 ici. Donc j'ai un grand carré composé de 5 fois 5, 25. Mais attention, je dois retirer les carrés occupés par les animaux. Donc j'ai 25 carrés moins ceux qui sont occupés par les animaux, moins 4. Donc j'en ai 21. Autrement dit, j'ai 21 petits carrés qui contiennent à peu près, en moyenne, à peu près, chacun 20 personnes. Donc quand je veux estimer, il suffira de dire j'ai 20 fois le nombre de carrés occupés par les personnes, 25 moins 4, 21. Donc 20 fois 21. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'ils nous disent? Il y a 25 cases dans la grille, 5 fois 5, donc 4 occupées par les animaux. Les visiteurs occupent donc 21 cases, puisqu'on fait 25 moins 4. Comme il y a environ 20 visiteurs par case, donc moi j'ai considéré ici le premier, ça tombait 20. Le nombre total estimé de visiteurs, donc c'est une estimation, et là j'insiste sur le mot estimé, le nombre total pas réel, mais estimé de visiteurs, c'est 20 fois 21, 420. D'accord? Phrase-réponse, il y a environ 420 visiteurs. Ça va? Donc c'était le seul et unique exercice que vous aviez ici d'estimation. Je sais qu'il y en a un autre dans votre cahier vert d'activités supplémentaires, donc je vous encourage à aller le faire. C'est pas difficile. Si vous avez compris l'idée, c'est que je veux connaître le nombre total sans devoir compter 1, 2, 3, 4, 1, 410, 415, etc., 420. Je ne vais pas les compter tous, d'accord? L'idée, c'est que j'ai une idée. Et 420, c'est même pas le nombre total, excusez-moi, c'est un nombre estimé. Donc, je ne vais pas les compter un à un. Je veux une valeur proche de la valeur réelle. Je fais un découpage tel que dans chaque partie, j'ai à peu près le même nombre de personnes. Je prends un des carrés et j'estime que c'est à peu près le même partout. Je le multiplie par le nombre de petits carrés. Donc ici, j'avais 21 carrés contenant des personnes, donc 20 fois 21, puisque dans chaque carré, j'ai 20 personnes environ. D'accord? Donc encore une fois, nombre total estimé, et soulignez bien moi le mot estimé, parce que ce n'est pas un calcul exact, mais c'est une approximation. C'est pour ça qu'à la fin, quand vous faites votre phrase-réponse, vous dites il y a environ, à peu près, approximativement 420 visiteurs. Et non pas exactement. On peut pas répondre il y a 420 visiteurs. C'est il y a environ ou approximativement 420 visiteurs. Ça va? Ok, excellent. Alors, on y va avec la deuxième partie du cours. Alors, ici, je ne vais pas faire en deux fois. Je vais juste zoomer. Voilà. Ok, alors, dernière partie du cours qui est en lien avec l'approximation, qui est arrondir. Et ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. D'accord? Donc, on y va. L'arrondissement est une autre façon de trouver l'approximation d'une valeur. Donc ici, vous allez le faire de manière, je dirais pas calculatoire, mais avec un raisonnement arithmétique. Alors qu'avant, on avait raisonné sur une image. D'accord? Donc on avait une image avec un nombre de personnes et on a trouvé une façon visuelle par le dessin d'estimer rapidement le nombre de personnes dans la foule, le nombre de personnes dans le zoo. D'accord? Cette fois-ci, on va quitter les dessins, on va dire, et on va aller avec une façon plus arithmétique, avec les chiffres. D'accord? Donc arrondir, on l'a déjà vu, souvenez-vous, quand on a fait les comparaisons. Arrondir un nombre, c'est modifier les chiffres de ce nombre. Lorsqu'on arrondit un nombre, il faut d'abord repérer le chiffre d'une position. Alors, on va lire ensemble, après moi j'expliquerai d'une autre manière. Il faut d'abord repérer le chiffre d'une position choisie. Par exemple, on vous dit arrondir à la centaine près. Repérez la centaine. D'accord? Ensuite, une fois que vous avez repéré la position qu'on vous demande, vous regardez le chiffre d'après.
et vous regardez le chiffre d'après, qu'est-ce qu'il est. S'il est suivi, donc le chiffre qui est après la position qu'on vous demande, s'il est suivi, donc le chiffre d'après, si c'est 0, 1, 2, 3 ou 4, ça signifie que la position repérée ne change pas. Si la position repérée, donc le chiffre qui se trouve à la position repérée, est suivi d'un 5, 6, 7, 8 ou 9, à ce moment-là, on l'augmente de 1 et tout le reste est suivi d'un 0. En fait, dans tous les cas, qu'il change ou qu'il ne change pas, quand on fait un arrondissement, on arrondit, tout le reste, on le fait suivre de 0. C'est une façon aussi de faire une approximation. On approxime en faisant un arrondissement. On arrondit. Alors, comment on arrondit? Je répète. Si je vous dis, par exemple, arrondir à la centaine près, vous allez regarder le chiffre à la centaine. Puis, vous regardez le chiffre qui le suit, juste après. Si le chiffre qui le suit est compris entre 0 et 4, 4, je le prends en compte. Entre 0 et 4, ce chiffre ne change pas, celui que j'ai repéré. Et tout le reste va être complété par des zéros parce qu'on approxime, d'accord? Si, par exemple, le chiffre qui suit le chiffre que j'ai repéré la position, s'il est suivi de 5, un chiffre compris entre 5 et 9, à ce moment-là, le chiffre que j'ai repéré, on l'augmente de 1, et tout le reste, encore une fois, ce sont des zéros. Donc, peu importe qu'on change ou pas, plus qu'il garde ou qu'on augmente de 1 le chiffre qu'on a repéré, automatiquement la suite va être des zéros, donc sont remplacés par des zéros s'ils sont dans la partie entière du nombre, bien sûr dans la partie entière, on ne parle pas encore de partie décimale, et sont supprimés s'ils sont dans la partie décimale. Alors on va faire des exemples, je pense que ça va être beaucoup plus simple. On va regarder l'exemple qu'on vous donne, puis moi je vais aller chercher mon exemple à moi. Alors arrondi à l'unité de 1000 près, alors vous avez ce nombre-là, à l'unité de 1000, donc soulignez l'unité de 1000, 5. Donc le nombre que je repère, c'est 5 qui se trouve à la position unité de 1000. Parce qu'on vous dit arrondi à l'unité de 1000 près. Donc repérez quel est le chiffre à l'unité de 1000. Ensuite, regardez le chiffre qui est juste après. C'est un 4. Mais 4, c'est dans la première liste. D'accord? Entre 0 et 4. Donc, le chiffre que je viens de souligner ne va pas changer. Le 5 va rester un 5. Et tout le reste de la partie entière va devenir 0. Et bien sûr, partie décimale, puisque la partie décimale est plus petite que la partie entière. Donc ici, j'approxime ou j'arrondis, 125 455,50 à 125 000 si j'arrondis à l'unité de 1000 près. Ça, c'est un arrondissement pour la partie entière. Regardez ici pour la partie décimale. Si je vous dis, par exemple, arrondis ce nombre, 68,578, au centième près. Repérez où se trouve le centième près. On met une petite ligne en dessous de la position des centièmes. Ça va? Et on regarde le chiffre qui est juste après. Le chiffre qui est juste après, si vous regardez avec moi, c'est un 8. Or, 8 se trouve dans la deuxième liste. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Mon 7 qui est souligné va devenir quoi? Un 8, très bien. Et tout le reste à droite va être 0. Donc, quand on arrondit au centième près, 68,578 va s'écrire 68,580. Mais on sait que les zéros à droite d'un nombre décimal ne servent à rien, donc on enlève le 0, ça nous donne 68,58. D'accord? D'ailleurs, une parenthèse, c'est que là, quand on vous dit au centième près, vous voyez que la dernière position, ce sera en général justement la position demandée centième près. D'accord? Ça va? Donc, regardez ici. Je vous donne deux autres exemples avant d'aller voir celui du cours. Observez bien. Donc, j'ai pris par exemple 68, c'est celui du cours, mais je l'explique de ma façon. 68,518, si je vous dis de le arrondir, donc arrondir, au centième près,
d'accord? Vous allez ici, regardez 68,578. Alors, ce que j'ai tendance à faire personnellement, c'est que je vais souligner comme le livre la position qu'on vous demande. Donc, regardez, c'est pas compliqué, on vous demande au centième près, vous soulignez le chiffre qui se trouve à la position demandée, centième. Ensuite, ça c'est un œil qui regarde, il regarde la position du chiffre qui est juste après. Donc, vous soulignez la position demandée et vous regardez, d'où l'œil, vous regardez le chiffre d'après. Ce chiffre, c'est un 8. 8 est plus grand que 4. N'oubliez pas ici, je vais faire apparaître nos deux ici, là. 8 est plus grand que 4. C'est quoi la règle? C'est que si le chiffre d'après est plus grand que 4, le chiffre que j'ai souligné, 7, va devenir 8, voilà, et que tout le reste après va être des zéros. Mais on s'entend que à droite d'une partie décimale, les zéros, on les enlève parce qu'ils ne changent rien à la valeur du nombre, d'accord? Donc, si c'est 68,578, ça arrondit au centième près en écrivant la valeur suivante, 68,58. J'ouvre une petite parenthèse, une petite remarque pour que vous le sentiez mieux. Si je regarde ici 518 centièmes, d'accord? 518 centièmes, d'après vous, à vue de nez, là, je sors un peu de la règle de mathématiques, est-ce que c'est plus proche de 570 centièmes ou 580 centièmes? La majorité, si ce n'est pas 100% des élèves, vont me dire « Madame, c'est évident, 578 centièmes, c'est plus proche de 580 centièmes que 570 centièmes. » Donc vous voyez que instinctivement, vous faites la transformation. Vous avez changé le 7 en 8, regardez. Et vous avez mis un 0 après. Donc instinctivement, vous le savez et vous le faites. Sauf que il n'y a pas derrière ce que vous faites une règle. D'accord? Sauf que là, dans ce cours, on met une règle. Ça veut dire, on dit, ben voilà, voilà ce qu'on fait. Première étape, deuxième étape, troisième étape. D'accord? Regardez l'exemple suivant. 91,25. Et là, c'est mon exemple à moi, où je vous fais arrondir de deux façons le même nombre. D'accord? Si vous devez l'arrondir à l'unité près, je souligne l'unité. D'accord? Et je regarde le chiffre qui se trouve à la position. Donc mon œil, j'ai souligné le 1, mais mon œil regarde le 2. 2 est plus petit que 4, donc mon 1 reste inchangé, et tout le reste c'est des zéros. Donc 91,25, si je l'arrondis à l'unité près, va s'écrire 91. Encore une fois, parce que le 1 qui est ici, c'est un 1, excusez-moi, parce que le 1 qui est ici, c'est la position de l'unité, et quand je regarde le chiffre qui est après, c'est un 2, 2 est inférieur à 4, donc mon 1 ne change pas et tout le reste c'est des zéros, donc 91,0, ben c'est 91, d'accord? Ça c'est quand j'arrondis à l'unité près. Regardez ici, si j'arrondis au dixième près, donc je souligne le chiffre à la position des dixièmes, c'est le 2, le 2. Et je regarde avec mon œil, avec mes yeux, ici, petit œil en bas parce que je ne voulais pas encombrer, le 5. Et là, je compare. Alors, mon 5, il est plus grand que 4. Qu'est-ce qui se passe? Mon 2 devient 3 et mon 5 devient 0. Tout ce qui est à droite devient 0. Donc, 91,25 va s'arrondir au dixième près, 91,3. Là encore, si je vous donne par exemple 25, si je vous dis par exemple, ok, j'ai 25 bonbons, d'accord? D'après vous, si je veux arrondir le nombre de bonbons que j'ai, est-ce que je vais dire 20 ou est-ce que je vais dire 30? Autrement dit, est-ce que je suis plus proche de 20 ou est-ce que je suis plus proche de 30? Alors certains vont dire, madame, on est au milieu. Non, pas tout à fait. N'oubliez pas que le découpage se fait de 0 à 4, donc 0, 1, 2, 3, 4, donc j'ai mes 5 premiers ici, et ensuite 5, 6, 7, 8 ou 9, et j'ai les 5 autres. Donc vous voyez qu'en tenant compte du 0, entre 0 et 4, je suis dans la première moitié, entre 5 et 9, je suis dans la deuxième moitié. Et bien, en étant à 25, je suis dans la deuxième moitié.
C'est pour ça que dans ce cas-là, j'arrondirai mon 25 à 30. Donc là aussi, c'est une façon, on va dire, instinctive de retenir, de comprendre l'arrondissement. D'accord? Donc, encore une fois, on suit la règle, on va souligner la position demandée, ce qu'on vous demande au centième près, ou à la centaine près, à l'unité de mille près, au dixième près, à la dizaine près, etc. Donc, on souligne la position demandée, et votre petit œil, il regarde la position d'à côté. D'accord? Celle qui se trouve juste à côté. À ce moment-là, vous allez pouvoir décider, d'après la comparaison, est-ce que c'est plus grand ou c'est plus petit que 4, si le chiffre souligné reste lui-même ou fait plus 1. Et le reste automatiquement fait 0, on approxime, d'accord? On veut avoir un nombre à peu près le plus proche de la valeur réelle sans que ce soit la valeur réelle. N'oubliez pas de ce qu'on fait. Et là, encore une fois, vous le faites, comme je vous l'ai montré, vous le faites un peu instinctivement. Quand vous dites 578, vous allez dire c'est clairement plus proche de 580 que 570. Donc déjà, vous êtes capable vous-même d'arrondir. Regardez, le 7 est devenu un 8 et votre 8 est devenu un 0. Exactement ce qu'on a fait ici. Ça va? Revenons à votre cours. Là. Ok, alors, regardons ici. Donc ça, c'est par rapport à ce que je viens de vous raconter maintenant, l'arrondissement d'un nombre. Alors, on peut aussi, deuxième exemple, on peut aussi arrondir les nombres pour faciliter les calculs mentaux. Donc, il est clair que si vous avez un calcul compliqué, vous pouvez arrondir chacun des termes de ce calcul pour avoir finalement un résultat approximatif. Si je vous dis 28 plus 8, ben vous allez dire 28 c'est proche de 30 et 8 c'est proche de 10 et vous allez dire ben, c'est 30 plus 10, c'est environ 30 plus 10, d'accord? C'est environ égal à 30 plus 10. Vous êtes capable ici d'approximer chacun des termes et d'effectuer votre calcul. Et ça, c'est vrai pour tous les calculs. Ça veut dire là, on ne se limitera pas à addition, soustraction, multiplication ou division. C'est vrai pour n'importe quel calcul. Vous pouvez approximer tout calcul en approximant au moins un des termes de ce calcul. Donc si on prend le premier ici, on va regarder ensemble en gros, 325 495, on l'approxime pour que ce soit plus facile à 325 500. Donc finalement c'est votre 495, la partie l'unité dizaine centaine qu'on regarde et qu'on a approximé à 500, d'accord? Et votre 522 ici, on l'a approximé à 500. Autrement dit, on a fait ici un arrondissement, regardez bien, à la dizaine près. Fait que là, on a vu que le 9 ici, ensuite c'est un 5. Donc, j'ai augmenté le 9 de 1. Mais en augmentant le 1, après 9, c'est un 10. Donc, j'ai mis 0 et j'ai rajouté un 1 ici, ça fait 500. Donc, j'ai arrondi à la dizaine près. Le 522, j'ai aussi arrondi à la dizaine près, puisque après le 2, même pas, excusez-moi, la centaine près, puisqu'après le 5, c'est un 2. Et là, je me suis rendu compte qu'il est inférieur à 4, donc le 5 reste 5, et tout ce qui est à droite, c'est 0. Donc on a arrondi 522 à la centaine près, on a arrondi ce nombre-là à la dizaine près, pour obtenir ces deux nombres-là. Et ça, c'est facile. Pourquoi on arrondit? Encore une fois, toujours, on approxime. L'approximation vous permet d'obtenir la valeur la plus proche de la valeur réelle et surtout le but le plus rapidement possible. Donc là, on a une somme super facile à faire, 325 500 plus 500, ce qui fait 326 000. Donc là, il n'y a pas besoin de faire poser le calcul, il n'y a pas besoin de prendre votre calculatrice, vous le faites directement mentalement et rapidement, vous avez une idée de que va valoir la réponse ou une idée de autour de combien va être la réponse. D'accord? On y va avec la multiplication, 5,8 fois 4,3. Donc là, on peut poser la multiplication telle qu'on l'a déjà vue avec la virgule. Ou alors, vous allez dire, ok, je vais avoir une idée de à peu près quel va être le résultat.
5,8, je l'arrondis à l'unité près, ça veut dire le 5, je tire le trait sur le 5, je regarde le chiffre d'après, c'est un 8. 8 est compris entre 4 et 9, donc ici je mets plus 1 et je mets tout le reste 0, donc ça devient 6. 5,8, vous le voyez, il est plus proche de 6 que de 5 de toute façon. Ensuite, 4,3, je l'arrondis encore une fois à l'unité près, je tire mon trait ici, et je regarde le chiffre d'après, c'est 3, c'est inférieur à 4, mon 4 ici, il reste 4, et le reste devient 0, donc 4,3 c'est environ 4. Donc, vous êtes capable de savoir que 4,3 c'est plus proche de 4 que de 5, d'accord? Vous le sentez, vous le voyez, c'est instinctif. Donc ici, vous n'avez plus le droit de mettre le signe égal, d'accord? Là aussi, puisque cette partie-là n'est pas exactement égale. Ces deux expressions ne sont pas équivalentes. Elles s'écrivent de différentes manières et ne donnent pas le même résultat. Si vous prenez votre calculatrice et vous tapez 6 fois 4, mais j'espère que vous ne le ferez pas là, vous le connaissez par cœur, 6 fois 4, 24. Si vous prenez une calculatrice et vous faites cette expression-là, vous calculez cette expression-là, vous trouvez autre chose, différent de 24. Donc il est clair que ces deux expressions ne sont pas des expressions équivalentes, mais la deuxième expression est une approximation de la première, et la valeur qu'on obtient est une valeur estimée. On estime ce calcul à 24. Ça veut dire que le vrai résultat est proche de 24, mais ce n'est pas 24. Ça va? On continue la division. Alors vous avez 855 485, divisé par 96. Là encore, vous pouvez poser la division à deux chiffres et trouver la valeur exacte, ça prend du temps. Donc si le but c'est de savoir à peu près combien ça va donner, vous pouvez faire une approximation en arrondissant chacun des termes et en effectuant le calcul. Et en arrondissant, vous n'allez pas arrondir n'importe comment, vous arrondissez de sorte que vous êtes proche quand même du nombre. Vous n'allez pas dire « Oh madame, 855 000, c'est près de 700 000 ». Bon, là on commence à s'éloigner un peu, c'est trop. Vous allez dire c'est proche de 1 million. Oui, c'est vrai, mais on n'est pas si proche que ça, d'accord? Donc restez proche et en même temps choisissez des nombres tels que le calcul devient facile. Donc là, 96, on l'a arrondi à 100. 855 485, on l'a arrondi à 855 000. Mais regardez bien, en approximant 96 à 100, j'ai une division hyper facile. J'ai 855 000 divisé par 100. Encore une fois, je rappelle, vous avez votre virgule cachée. Divisé par 100, c'est la décaler vers la gauche de 2 rangs. Et voilà, elle est ici. Donc 8550. Ça va? Et le dernier exemple ici, vous avez une soustraction. Encore une fois, vous pouvez la poser et faire votre soustraction. Dixième sous les dixièmes. Excusez-moi, centième sous les centièmes, dixième sous les dixièmes, unité sous unité et dizaine sous dizaine, et vous mettez bien, vous alignez bien vos positions et vous faites la soustraction. Ça, c'est si on veut le résultat exact. Maintenant, si on veut une approximation, on va arrondir chacun des termes, ou au moins un des termes, ça dépend. L'essentiel, c'est qu'après, j'ai un calcul qui soit rapide et facile à faire, d'accord? Et surtout, on ne mettra pas de égal. Parce que ce qui est à gauche n'est pas égal de ce qui est à droite. Donc, 15 est une approximation de 14,75. On a arrondi cette valeur. Alors, regardez bien, on l'a arrondi à l'unité près. Mon 4 ici, je souligne, je regarde ce qu'il y a après, c'est un 7. 7 est plus grand que 4. C'est le 4 du 0, 1, 2, 3, 4. Donc, ce 4-là va devenir plus 1, 5. Et le reste 0. Donc 14,75, on l'arrondit à 15. Et si vous regardez bien, vous n'êtes pas trompé, puisque 14,75, c'est plus proche de 15 que de 14. On est d'accord? Ensuite, 8,11, je l'ai arrondi à l'unité près, donc je tire mon trait sur le 8, je regarde le chiffre d'après, c'est un 1. 1 est compris entre 0 et 4, donc mon 8, il reste inchangé, et le reste, ça devient 0. Donc 8,11, c'est environ, ou c'est arrondi à 8 quand j'arrondis à l'unité près. D'accord? Et vous voyez très bien que 8,1 ou 8,11, c'est plus proche de 8 que de 9. Donc l'expression à droite ici est une approximation de l'expression de gauche.
Et là, on peut faire un calcul rapide, simple et mental. 15 moins 8, ça fait 7. Donc, cette opération donne un résultat environ 7. Là encore, faites attention quand vous arrondissez. Ne dites pas que 14,75, bon, c'est environ 10. C'est pas faux. Vous avez fait un arrondissement tenant compte de la dizaine. Mais déjà, vous vous éloignez. D'accord? Et là, 8,1, vous allez dire, c'est environ 10. 8 est plus proche de 10 que de 5. D'accord? Moins. D'accord? Donc ici, essayez de ne pas choisir des arrondissements trop éloignés de la bonne valeur. Et faites en sorte que vous ayez des calculs qui soient simples. Et ne mettez jamais, attention, jamais de égal ici. Observez bien, vous avez les deux petites vagues qui signifient environ égal à. D'accord? C'est environ égal à, donc égal comme les deux lignes, mais avec des vagues, cette fois-ci, c'est plus des lignes. Donc c'est environ égal à. Ça va? Ok, donc là, vous allez avoir donc une série d'exercices à faire pour demain. Alors, je vais commenter rapidement les exercices à faire. Donc, dans chaque cas, encercle le nombre arrondi au dixième près. Vous allez regarder votre nombre ici. Ok, je vais agrandir, c'est plus simple. Vous allez voir votre nombre ici. Vous allez l'arrondir au dixième près. Donc, vous allez souligner le chiffre à la position des dixièmes. Et avec votre œil, vous allez regarder le chiffre qui est juste après. D'accord? Souvenez-vous comment je l'ai fait. Ici. Vous soulignez le chiffre à la position qu'on vous demande et avec votre œil, vous regardez le chiffre qui est juste après. Si ce chiffre est compris entre 0 et 4, le chiffre souligné ne change pas. Le reste, ça devient des zéros à droite. Si votre chiffre qui suit est compris entre 5 et 9, à ce moment-là, le chiffre souligné, on lui rajoute 1 et le reste, encore une fois, c'est des zéros à droite. D'accord? Donc, à vous de faire cet exercice-là pour repérer quelle est la bonne valeur. Alors, regardez, encercle le nombre. Donc, j'ai qu'une valeur qui est juste. D'accord? Si vous n'avez pas plusieurs valeurs qui sont justes. On continue. Alors, un exercice classique mais très important, qui est l'exercice 8, dans lequel vous avez un seul et même nombre et vous allez faire plusieurs arrondissements de ce nombre. Vous allez arrondir ce nombre plusieurs fois. D'accord? Donc, à différentes positions, regardez, première colonne, arrondi à la dizaine près, arrondi ensuite à la centaine près, arrondi à l'unité de 1000 près, et arrondi à la dizaine de mille près. Donc ici, vous n'avez que des nombres entiers. Vous n'avez aucun nombre à arrondir dans la partie décimale, mais uniquement dans la partie entière. D'accord? Et vous voyez que plus j'arrondis, je fais une petite remarque, plus j'arrondis dans les grandes positions, plus mon nombre est simple, mais plus mon nombre est loin de la valeur initiale. Si vous regardez 12 739, 10 000 est beaucoup plus loin de 12 739 que par exemple 12 700. Plus j'arrondis dans des positions qui sont grandes, et plus mon approximation, on dit qu'elle est grossière, ça veut dire elle est en gros, elle est vraiment, c'est un gros à peu près. Ça veut dire je m'éloigne de la valeur réelle, mais j'ai une valeur très simple. Vous êtes d'accord que si vous faites un calcul, que vous avez 10 000 à la place de 12 700 ou 12 740, ben ça va être nettement plus facile. Donc, il va falloir toujours peser, si vous devez choisir un arrondissement, arrondir un nombre, il faut avoir peser le pour et le contre, ça veut dire aller arrondir en cherchant un nombre qui soit simple, mais en même temps, pas trop éloigné de la bonne valeur. Et c'est vous qui allez peser. Je fais allusion à l'exercice 11 en fait. D'accord? Ben, on va y aller tout de suite puisque j'en parle. Donc vous allez devoir arrondir ici chacun de ces nombres A, B, C, D, E dans chacune des cases à différentes positions. Alors que dans l'exercice 11, vous avez différentes expressions mathématiques, addition, multiplication, soustraction, division, et vous allez devoir estimer le résultat. Pour estimer le résultat,
va falloir arrondir chacun des termes de l'expression. Donc là encore, comme je vous disais tout à l'heure dans le tableau, vous allez arrondir, c'est votre choix. Ici, plusieurs réponses vont être possibles. D'accord? Vous êtes 2 camarades et vous pouvez avoir 2 réponses différentes, puis je peux vous compter juste à tous les 2. L'essentiel, c'est que vous ayez fait vous avez arrondi correctement le nombre ou le terme de votre expression, donc là les 2 termes à chaque fois, mais que vous l'ayez arrondi de sorte à ne pas trop s'éloigner de la bonne valeur, et non pas être non plus dans l'autre sens, trop proche de la bonne valeur, ce qui rend à la fin votre calcul un peu plus complexe. Or, le but de l'approximation, c'est que j'approxime vite. Je veux pas que ça me prenne plus longtemps que de faire le calcul en colonne ou plus longtemps que de taper à la calculatrice. Il faut que je sois capable d'estimer rapidement et mentalement la valeur, d'estimer, donc d'avoir une valeur proche de la bonne valeur, de cette manière-là, d'accord? Donc j'approxime, ça veut dire que je vais avoir une valeur proche de la vraie valeur, mais ce n'est pas la vraie valeur. Donc je vais arrondir chacun des termes. Je ne fais pas d'arrondissement trop grossier, mais pas non plus trop fin, parce qu'à ce moment-là, je ne pourrais pas faire un calcul rapide. Ça va tout le monde? Ok, et puis ensuite vous avez 2 petits problèmes à faire, très simples, vous allez voir. Donc je vous laisserai les lire, je ne vais même pas les commenter, parce qu'encore une fois, comme l'exercice précédent qu'on a regardé ensemble, mathématiquement aucune difficulté. Ça, ce sont des choses qui sont simples. Mais on vous demande, par exemple, si je regarde l'exercice 10, on vous demande d'estimer, donc il vous faut un calcul, d'accord? Et après, vous mettez environ, vous réécrivez ce calcul, donc vous arrondissez les termes ou le terme ou les termes que vous avez besoin d'arrondir pour pouvoir faire un calcul rapide et le plus proche possible de la valeur réelle. Pareil pour l'exercice 9. Ça va? Je ne vais pas trop vous guider sur 9 et 10 parce qu'ils ne sont pas difficiles. Essayez de les faire, essayez d'effectuer votre calcul et on se revoit, Inch'Allah, demain pour la correction. C'est bon? Alors, n'hésitez pas à réécouter les exemples. N'hésitez pas à noter si vous avez des questions. Donc, comme ça, on se revoit lundi et jeudi. Donc, un des 2 jours pourrez poser toutes vos questions, Inch'Allah. D'accord? D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et je vous revois, Inch'Allah, demain pour la correction des exercices. Salam alaikum.